informations, mais aussi sur ton désir un jour d'écrire un livre par rapport à ton histoire, que tu vas développer après, histoire singulière qui parle bien du désamour et de la résilience. Alors c'est un livre, effectivement, tu m'en as parlé, je dois te dire toute mon admiration parce que ce livre, non seulement tu en as parlé, mais tu l'as réalisé. C'est-à-dire tu es allé au bout de ton désir. Et je crois que c'est ça le principal, c'est d'aller vraiment au bout de son désir pour réaliser ce qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est grâce, on peut penser, à cette résilience. Je crois que si tu es devenue effectivement éducatrice et future thérapeute familiale, c'est que effectivement de ton histoire à vouloir soigner les autres vient également de là. Mais c'est pas seulement un livre, c'est aussi, pour toi, c'est aussi une thérapie, une délivrance que tu vas développer. Maintenant, donc, écoute, alors, je veux quand même signaler que ce livre, le Désamour, la maltraitance à la résilience, a eu un écho au niveau de la publication, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau national. Tu es passé à de nombreuses émissions de radio, de télévision, pour justement développer ce livre, ce qui veut dire que quelque part, ça a une résonance, pour beaucoup de personnes. Voilà, écoute, moi je vais pour l'instant terminer là, et puis je te donne la parole. Merci Henri, merci de m'avoir invité à ce colloque. Donc en fait, c'est la première fois que je participe à un colloque, donc je remercie le public pour son indulgence. C'est pas simple pour moi, voilà. Mais c'est important d'être là aujourd'hui. Et voilà. En tout cas, je voulais d'abord, avant tout, relater ce qui m'a amené à écrire ce livre. Donc, parce qu'en fait, voilà, dans un premier temps, j'ai eu un parcours d'enfance maltraitée. Donc, je suis issue d'une famille de 4 enfants, 4 filles. Et je suis la deuxième de la fratrie. Et on est, 4 filles. J'ai été élevée par ma mère seule, pardon. Mes parents ont divorcé, je devais avoir 5-6 ans. Et puis, j'apprendrai plus tard, en fait, que mon père a été condamné des maltraitances à mon égard. Il a écopé d'une peine de 5 ans de prison. Mais aussi, en fait, ce que je retiens surtout, c'est que j'ai grandi dans la maltraitance de ma mère, j'ai grandi, en fait, les coups, les injures, les réprimandes, le rejet total, dans le désamour, voilà, total. Pour rien, elle s'énervait, voilà. Donc j'ai grandi dans ce contexte-là, en sachant que j'insiste sur le fait que j'ai jamais rien dit à personne, en tout cas quand je grandissais dans ce contexte-là, je ne disais rien du tout de ce que je vivais, et j'étais toujours en quête d'amour, toujours en quête de l'amour de ma mère. Donc en fait mes sœurs ne vivaient pas la même chose que moi, et donc je ne voulais pas mes sœurs, mais je voulais plus que ma mère m'aime comme mes sœurs. Donc j'étais toujours dans cette quête perpétuelle d'amour, de cet enfant blessé et qui cherchait pourquoi ma mère elle m'aime pas, ça doit être moi la vilaine, je ne dois pas correspondre à l'image qu'elle veut de moi, etc. Et en fait mon comportement, je pense, qui induisait encore plus du fait que je restais docile, je pense que j'alimentais, à mon sens, la violence, parce que en fait plus j'avais ce comportement-là et plus la violence montait, voilà. Donc ça a été ainsi jusque les années collège où j'ai commencé à me débrouiller, je dirais pas à m'en sortir, en plus à me débrouiller, tout simplement parce que le collège, à la différence de l'école primaire qui est dans le secteur, qui est dans le quartier, c'est beaucoup plus loin, on va dire, c'est déjà plus loin, et du coup ça me permettait à la fois de me flâner, on va dire, mais surtout c'était un peu de liberté, donc de sortir de ce contexte, parce que je faisais école maison avant, et là ça me permettait d'être à l'extérieur, donc de voir d'autres personnes. Et aussi, ma mère aussi, elle a commencé à me mettre dehors, tout simplement, parce qu'à partir du moment où elle avait des choses à faire, achats ou quoi que ce soit, il n'était pas question en fait qu'elle me laisse à la maison si mes sœurs n'étaient pas là. Alors en plus, elle ne me faisait pas confiance. Alors c'est assez particulier, mais bon. Donc, bon, et du coup, je vous dirai plus tard qu'elle m'a rendu service, mais bon, toujours est-il que moi j'ai appris, avec cette liberté qu'elle me donnait, à m'en servir pour moi-même. J'avoue qu'au début c'était essentiellement de la subsistance,
et aussi voir ailleurs comment ça se passe. Donc en fait, j'allais devant le magasin de quartier et j'ai proposé mon aide aux personnes âgées pour porter le cabas, etc. Et en tissant ces liens, soit j'avais une pièce, soit on me donnait un café, en tout cas, j'ai fait des rencontres comme ça. Et ces rencontres m'ont permis un petit peu de m'en sortir progressivement. Mais toujours est-il que je ne disais rien de ce que je vivais chez moi. Ça, c'était pas possible. Et puis, en tout cas, ça a été ainsi. J'ai tissé d'autres liens avec d'autres personnes en dehors des personnes âgées, je veux dire, soit on va dire des parents de camarades, parce que c'était pas vraiment non plus des copines ou amies. Enfin voilà, il y a une copine qui est devenue même une très bonne amie, je suis toujours en contact avec elle, mais en dehors de ça, c'était plus des connaissances, on va dire. Voilà, ça a été ainsi. Et donc j'ai été un peu aidée à droite, à gauche, toujours sans rien dire de ce que j'ai fait chez moi. Et à partir du moment où on essayait de savoir, et ben en fait je fuyais. Je cherchais je me disais non, je disais rien à la personne, mais je me disais en moi-même, il ne faut pas que je dénonce ma mère. À la fois j'aimais mon bourreau, je pense que j'en avais surtout peur plutôt que de l'aimer. Et voilà, et ça a été ainsi, j'ai grandi comme ça. Alors au niveau scolaire, j'ai pu aller au niveau des études. J'ai fait mon bout de chemin, mais arrivé au lycée, c'était un peu plus compliqué parce que vous n'arrivez plus à suivre, en fait, n'ayant ni les fournitures, n'ayant ni les conditions de travail, et sans faire son travail, puis j'avoue que j'étais pas dedans, donc ça devenait difficile. Par contre, j'avais besoin d'aller au lycée parce que le lycée me permettait de m'extérioriser, de me faire du bien. Et voilà, j'ai trouvé mon équilibre comme ça, hein, je me faisais un peu remarquer, mais on a besoin un peu de ça, enfin voilà. Et ça a été ainsi, jusqu'à ce que moi-même, entre-temps, j'ai été plusieurs fois convoquée devant les services sociaux, par exemple, on va dire, en premier lieu, le proviseur adjoint du collège, parce que voilà, il y avait des élèves qui avaient évoqué des suspicions de maltraitance, voilà. J'ai toujours rien dit. Devant les assistantes sociales, pareil, j'ai rien dit. Une fois, j'ai dit à une assistante sociale, je me souviens très bien, j'étais déjà assez grande, on va dire, je devais avoir pas loin de 16-17 ans. J'ai dit, je veux que ma mère elle m'aime comme mes sœurs. Pourtant, j'étais quand même grande. Et elle m'a dit, bah ça, Leïla, je suis désolée, je peux pas t'aider à ce niveau. Je peux t'aider dans d'autres choses, mais pas ça. Et voilà, j'ai continué mon chemin comme ça. De toute façon, je voulais pas quitter non plus. Je pense que on parlait de placement à cette période-là, je pense que j'aurais certainement mal vécu les choses, même si je savais très bien que ce que je vivais, c'était pas normal. Parce que j'ai appris, j'ai compris, j'ai vu ailleurs, et je voyais bien que c'était pas pareil non plus pour mes sœurs. J'ai cherché à comprendre vers l'âge de 15 ans, quoi, je lisais Parents Magazine. Alors, parents, je ne cherchais pas à être maman non plus à cette période, mais je cherchais à comprendre, à mettre du sens à ce que je vivais, certainement, chercher à comprendre. Et puis, voilà, ça a été ainsi jusqu'à ce que moi-même, là c'est l'année de ma terminale où je redoublais ma terminale, et là c'est moi-même qui ai compris qu'il fallait que je pense à moi, parce que je redoublais mon bac, et déjà, à mon sens, il fallait que j'obtienne mon bac, et il fallait que je sorte de ça. Et j'ai compris, je me suis dit, si je reste chez ma mère, si je reste ici, ma mère va me tuer. Alors le mot est dur de tuer, quoi. Mais c'est ainsi que je le pensais. C'était pas me tuer physiquement, parce que si je devais mourir physiquement, il y a longtemps que je serais morte étant donné ce que j'avais vécu. Voilà, c'était pas ça, c'était cette mort psychique, c'était cette mort de ne pas pouvoir me réaliser, pas pouvoir faire quelque chose de ma vie. Et de me réaliser en tout cas. Et ça, je l'avais bien compris, je me suis dit, il faut que je pense à moi, donc il faut partir. Et donc là, c'est moi-même qui allais voir l'assistante sociale du lycée, et je lui ai dit, voilà, je veux partir de chez ma mère, et elle m'a dit, enfin, Leïla. Donc bon, on en parlait beaucoup de moi, je pense, à l'école, mais bon, ça venait, enfin bref, et en tout cas, c'est moi-même qui ai dit, et donc j'ai pu obtenir son aide, j'ai pu obtenir la PJM, l'allocation pour jeunes majeurs, jusqu'à mes 21 ans, qui aujourd'hui, ça devient de plus en plus que pour les jeunes, malheureusement. Donc moi, j'en étais tributaire. En tout cas, moi, j'ai pu en bénéficier. J'ai obtenu mon bac, j'ai pu continuer mes études, poursuivre et aller en BTS. Mon BTS, j'avoue que j'étais pas trop dedans, c'était la suite, la continuité, mais
à cette période, je ne savais même pas non plus ce que je cherchais, en tout cas au niveau de mes études. Mais ce que je savais, c'était que je voulais avancer dans ma vie, comprendre un peu mieux ma vie, m'en sortir de ça. Et j'étais déjà plus en quête d'amour de ma mère, enfin, le deuil était fait à ce niveau. Et c'était construire ma vie autrement, construire ma vie de jeune fille. Enfin, c'était pas facile, honnêtement. Donc voilà, je ne vais pas tout détailler, parce que voilà, je pense que je l'ai écrit dans le livre. Mais ce qui était important pour moi, c'est pour ça que j'ai été jusque-là, c'était de dire qu'à partir de là, ce qui m'a toujours animée, c'était de mettre du sens dans ce que je fais. Et en tout cas, même si j'étais jeune, mais en tout cas, j'ai toujours eu ça, cette envie d'aller, avec ma vulnérabilité, certes, parce que honnêtement, voilà, c'est humain et on est faible, enfin voilà. Mais pour autant, c'était toujours, même si je me trompais, peut-être pas toujours les bons choix, mais toujours aller de l'avant, apprendre de ses erreurs et avancer. C'est un peu comme ça que j'ai avancé, et que voilà. Et en tout cas, j'ai écrit ce livre, et ça c'est important pour moi. J'ai écrit ce livre pour mesurer le chemin que j'ai pu parcourir jusqu'à ce que je suis devenue aujourd'hui, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est une démarche thérapeutique, c'est une véritable introspection. C'est aussi pour mon histoire, elle est comment dire, pour moi, elle est contre personne. Il n'y a pas de rancune. J'ai appris à pardonner. J'ai pardonné à ma mère depuis déjà un moment. J'ai compris que c'était une femme qui était en souffrance. J'ai compris même par rapport à mes sœurs. C'est souvent ça qu'on me demande. On me dit, c'est bizarre en fait. Tes sœurs n'ont pas vécu comme toi et en même temps tu cherches pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on souvent on cherche à comprendre, mais à ma place, je dirais, moi j'en ai pas besoin. Et moi je suis au clair avec ça. Et voilà, la suite, ça a été de pouvoir, comment dire, je pense que plus on avance dans notre vie, plus on apprend même sur nous. Et c'est ça même notre travail en plus, une perpétuelle remise en question et voilà, d'avancer comme ça, même au niveau professionnel, au niveau personnel. J'ai construit ma vie entre deux, et ça n'a pas été simple, parce que quand on n'a pas de modèle, quand on n'a pas de repère à ce niveau-là, voilà. Mais me rendant compte, au bout d'un certain temps, après avoir eu mes 2 filles et au bout d'un certain temps de vie familiale, conjugale, je me suis rendu compte que c'était pas ça je me sentais pas bien dans ce que je vivais. Et ça, c'est pas pour moi. À partir du moment où ça va pas, j'ai besoin, en tout cas je fonctionne comme ça, j'ai besoin de dire stop, j'ai besoin de mesurer le pour et le contre. Et là, c'était très important parce que je l'ai ressenti par rapport à mes filles, et mes enfants sont le sens de ma vie, et c'est, voilà, donc ça, à partir de là, pour moi, même si c'est pas simple après, pour moi, c'est déjà plus simple, en tout cas, de faire le bon choix. Et voilà, donc la suite, ça a été effectivement essayer de construire un équilibre dans un déséquilibre. Je me comprends quand je dis ça, dans le sens où c'est peut-être pas le schéma normal, mais ça a du sens parce que voilà, j'ai jamais regretté. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai jamais regretté en fait. Et j'ai toujours pu avancer ainsi, même dans ma vie, ma construction de ma vie professionnelle aussi, mon identité professionnelle, ma formation d'éducatrice, c'est une reconversion. Voilà, et c'est pas anodin non plus, je l'ai bien compris dans mon histoire, de ce qu'on en fait de cette histoire en fait. C'est pas simplement une histoire qu'on a vécue, c'est comment on vit les choses, comment on fait, comment on les intègre, et comment après, à mon sens, on peut répondre et arriver à amener aux autres, enfin, amener une relation d'aide vers les autres. Tant qu'on n'est pas, tant qu'on n'est pas au clair avec soi, tant qu'on reste fragile et en tout cas, ça me paraît important d'être clair avec ça. Et voilà. Non, ça, c'est au niveau de mon livre. Après, excusez-moi, j'ai oublié d'autres choses. Parce que ça, c'est le problème de. Excusez-moi. Donc, en fait, le livre, je l'ai écrit aussi pour les autres. J'ai écrit pour moi, mais aussi pour les autres, pour montrer qu'on pouvait s'en sortir. Et je pense que à ce niveau-là, je peux être un exemple, on va dire, peut-être. Mais je veux montrer, en tout cas, à ceux qui souffrent et ceux qui ont du mal à y croire, à avoir foi en eux, que c'est possible. En un mot, c'est ça, c'est la possibilité. Chacun a son cheminement. Et je ne pense pas que tout le monde n'a pas le même chemin que moi. Et voilà. Donc, le livre, je l'ai écrit dans ce sens-là, en tout cas. Voilà. Ça, c'est pour le livre. Ces 2 mots, donc, pour toi, résilience et désamour, alors quelle signification ça
Alors oui, effectivement, le désamour et la résilience sont deux mots qui sont évidents pour moi, puisqu'ils font totalement écho à mon histoire, ils font pas complètement résonance, c'est évident. Je suis au clair avec ça, et c'est aussi le titre de mon livre, et le titre de mon livre, c'est le parcours de mon parcours de vie, le cheminement, de ce que j'ai pu vivre jusqu'à ce que je suis devenue aujourd'hui. Donc ça, c'est évident. Maintenant, le désamour, pour moi, il renvoie à la notion du manque d'amour, du rejet, de l'indifférence. Voilà. Le désamour, excusez-moi, je fais un peu pas. Aussi dans la relation amoureuse, c'est aussi la perte de l'être aimé dans la relation amoureuse, ne plus se sentir aimé par la personne que l'on aime, le rejet, l'indifférence, parce qu'effectivement, rien n'est pire de ne pas se sentir exister, puisque c'est dans le regard de l'autre qu'on existe. Pour sortir du désamour, à mon sens, c'est un processus de deuil. Enfin, après, moi, je ne suis pas psychologue, donc je n'ai pas toutes les notions, excusez-moi. Mais processus de deuil, en fait, où, à mon sens, il faut du temps, où c'est un long cheminement, en fait, tout le temps qu'on est en quête d'objets d'amour, comme moi dans mon histoire de ma mère, dans la relation amoureuse de l'être aimé, dans les étapes aussi même dans l'adolescence et tout. Enfin, on rencontre toujours ces périodes de désamour. Et tant qu'on est dans ces périodes d'attente, d'espoir, certes on est en souffrance, mais pour autant elles sont peut-être indispensables et il faut du temps pour les dépasser, pour pouvoir les surmonter. Grâce à des rencontres, grâce aussi à une prise de conscience, la maturité, grâce à beaucoup de choses, un travail aussi, parfois un travail thérapeutique, une aide thérapeutique qui peut être indispensable aussi, enfin, un besoin en tout cas dans ce sens-là. Mais on sort du désamour progressivement, voilà, il faut du temps. Dans ma pratique professionnelle, je suis souvent confrontée à des situations où le sentiment de désamour prédomine. En effet, je suis éducatrice dans un CHRS à Douai, la Maisonnée. En fait, je travaille là-bas depuis 9 ans, presque 9 ans bientôt. On accueille en fait essentiellement des femmes victimes de violences conjugales. Beaucoup de jeunes, et de plus en plus, je dirais, de jeunes en rupture familiale. Et je suis fort interpellée justement par ces jeunes, c'est pas anodin certainement aussi par rapport à mon histoire, où effectivement c'est des jeunes écorchés vifs. Et en fait, le sentiment de désamour chez eux, il est prédominant en fait. C'est pas, enfin, voilà, c'est pas évident. Ils font preuve d'une grande fragilité, d'une grande vulnérabilité, d'un grand manque de reconnaissance, voire d'inexistence, d'un sentiment d'inexistence parfois. Alors, ils trouvent souvent leur réponse à leur souffrance par la violence, par la conduite addictive, la consommation d'alcool, de drogue, de médicaments, la dépression. Mon questionnement par rapport à ça, mon questionnement professionnel est comment accompagner ce public au mieux, comment accompagner ce public en grande souffrance, comment répondre au mieux sans répéter le même schéma qu'ils connaissent par cœur et qui conduit à l'exclusion. On parle de projets. Voilà. Et pour les jeunes, ça ne veut pas dire grand-chose quand ils ont des parcours de vie bien compliqués, qui ne savent même pas par moment, et en toute honnêteté, ils ne savent pas toujours où ils vont dormir même le lendemain s'ils sont virés de la structure, ce qui arrive très fréquemment par rapport à leur comportement en plus. Voilà, et à mon sens, enfin voilà, excusez-moi, mais comment répondre, enfin, on parle de projet, mais pour beaucoup de jeunes, ça ne signifie pas grand-chose. À mon sens, il faut essayer de répondre par l'ici et le maintenant. Où en êtes-vous aujourd'hui? En quoi je peux vous aider? À mon sens, ici, il faut aussi pouvoir se montrer plus disponible, se montrer à l'écoute, tisser une relation de confiance qui s'inscrit dans le temps, développer une relation d'aide basée sur l'empathie. Il faut, à mon sens, aussi pouvoir faire développer et faire émerger leurs compétences, puisqu'on a tendance à voir souvent ce qui ne va pas, et c'est parce que en plus c'est normal, est-ce que c'est ce qu'on voit en premier, c'est le comportement, c'est ce qui explose, c'est ce qu'on, voilà. Mais pour autant, en prenant le temps de les connaître, prendre le temps. Aujourd'hui, dans notre réalité, on nous demande du résultat. Mais à mon sens, le résultat, c'est un peu, on est dans une logique aujourd'hui économique qui vient freiner notre accompagnement. Donc, comment mettre du sens dans notre pratique,
puisque c'est important de tisser une relation qui s'inscrit dans le temps, et avec des jeunes comme ça, encore plus. Voilà. Et voilà. Donc, à mon sens, il faut essayer de s'appuyer sur ce qui va et essayer d'avancer ensemble. En 2011, en tout cas il y a quelques années, je ne suis pas sûre de 2011, c'était de 2011-2012, avec ma collègue psychologue, on avait mis en place un espace parent. Parce qu'on est parti du principe qu'il n'y avait pas de mode d'emploi pour élever les enfants, qu'on fait des erreurs, enfin voilà, on peut se tromper. Il n'y a pas de mode d'emploi et à mon sens, on a réfléchi sur ça et sur les... c'est bizarre, pour moi c'est évident, je n'arrive pas à le dire, mais oui. Il n'y a pas de mode d'emploi pour éduquer un enfant, en tout cas l'espace parent, c'était offrir un espace de parole pour pouvoir justement parler des concepts autour de la parentalité, des thèmes autour de la parentalité et partager des expériences en fait. Et ensemble pouvoir se dire que c'est possible et leur donner d'autres possibles aussi, d'autres manières de faire. Même si on s'est trompé à un moment donné, même si ça n'a pas toujours été simple, avec un enfant qui a pu être placé, certes, on a pu se tromper à un moment donné, on a pu rencontrer des difficultés, mais on peut aussi à un moment donné cheminer et apporter d'autres choses. Et là, ensemble, en tout cas, on travaille sur ça, et malheureusement, ma collègue, entre-temps, la réalité, elle a été licenciée. Donc, ma collègue psychologue, mais même d'autres collègues à cette période dans ma structure, malheureusement. Donc, ma question par rapport à ça, c'était comment on fait, en fait, ça fait un peu comme un état de guerre, vous allez dire, je dis des mots forts, mais un peu un état de guerre, où comment on fait pour survivre, parce qu'il y a les personnes qui partent, certes, mais il y a ceux qui restent, et comment on fait pour continuer, comment pour pouvoir justement continuer à travailler correctement, pouvoir encore accompagner au mieux, avec un manque de moyens, etc. Voilà, donc il a fallu revoir, réfléchir, redéfinir. Et à mon sens, en tout cas au niveau de l'espace parent, ça a été très important de pouvoir le maintenir, de le restaurer, de le redéfinir. Certes, il a fallu revoir les modalités, il a fallu revoir beaucoup de choses, mais ça a été important de pouvoir le remettre en place différemment. Tout simplement parce que cet espace parent permet justement, c'est un outil qui permet de s'appuyer, enfin de soutenir la fonction parentale et de faire émerger des compétences parentales. Et donc c'est un outil important à mon sens. Voilà. Au niveau de la résilience, à mon sens, il n'y a pas de fatalité. La résilience, comme le définit Boris Cyrulnik, c'est la capacité de rebondir après un traumatisme. Alors c'est vraiment léger ce que j'ai dit par rapport à ça, parce que Boris Cyrulnik en parle beaucoup et est très intéressant autour de cette notion, de ce concept, qu'il a très bien développé. Mais je dirais aussi que la résilience, c'est la force en nous, c'est cette envie de vouloir s'en sortir malgré tout, malgré les difficultés. C'est cette volonté d'aller au-dessus, de se surpasser, de montrer aux autres, notamment à ceux qui nous ont blessés, qu'on s'en est sortis. Voilà. Comme Nietzsche le dit dans son expression, ce qui tue pas rend plus fort, mais c'est aussi ma devise. Voilà. En tout cas, moi, je suis animée par ça. Il est important de mettre du sens à sa vie, à ce que l'on fait. Ça nous permet d'avancer, de s'enrichir, de s'épanouir. La vie, elle est faite de rencontres. Nous sommes tous des rencontres, comme aujourd'hui. Voilà. Et il faut savoir, en fait, saisir les mains tendues et aussi offrir une main tendue. Même si la personne n'a pas l'air de saisir au moment où on l'attend, on ne sait jamais, peut-être qu'avec le temps, quelques mois ou quelques années, peut-être beaucoup de temps, peut-être que cette personne se souviendra de cette main, de ce regard. Enfin voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça fait partie, à mon avis, aussi de notre boulot. On ne travaille pas pour rien. On pense par moments que, avec ça, on a tendance à, enfin pas nous les travailleurs sociaux, mais on a tendance à, en tout cas ce qu'on entend, à dire il est foutu. Mais pour moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Enfin, c'est pas parce qu'aujourd'hui cette personne va mal qu'elle va toujours rester avec ces stigmatisations, malheureusement. Il faut essayer, nous, notre boulot, enfin notre travail, à mon sens, c'est aussi d'aider de sortir de ça et de montrer qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres possibles, en tout cas. Voilà. Et je pense que toute victime a besoin aussi d'être entendue. La souffrance, elle a besoin d'être entendue, reconnue, que notre souffrance soit reconnue pour pouvoir dépasser, avancer, se construire, se reconstruire. Pour cela, effectivement, il faut du temps. C'est un long processus, un long cheminement. En tant que professionnel, on doit faire preuve, à mon sens aussi, de patience
et savoir tenir un discours fiable et authentique. Voilà. Il faut pouvoir aussi faire développer, en tout cas aider les jeunes, enfin, le public qu'on accompagne, à les aider à développer leur créativité. Puisque la créativité, à mon sens, peut permettre aussi de dépasser les blessures, avoir recours à l'imagination, la lecture, l'écriture, le chant, la peinture, enfin il y a plein de domaines qui sont aussi voilà, qui peuvent permettre justement de mettre du sens, les aider à mettre du sens à leur vie, à ce qu'ils font, en suscitant le désir et l'envie, en leur montrant que c'est possible. Voilà. Je voulais prendre aussi l'exemple d'une dame en fait qui est venue me voir il n'y a pas longtemps. J'ai été sa référente il y a quelques années. Donc elle est venue me voir accompagnée de sa fille qui a aujourd'hui 10 ans. Quand elle a été accompagnée, enfin quand elle a été accueillie au sein du CHRS, c'était en 2009 il me semble, c'était une vraie écorchée vive, qu'elle allait dans tous les sens, elle en voulait à tout le monde, tout simplement parce que sa fille elle avait été placée. Elle avait du mal à se remettre en question sur tout ça, elle avait du mal à entendre, elle avait du mal elle en voulait à tout le monde, elle en voulait à l'ASE, elle en voulait à l'aide sociale à l'enfance, elle en voulait à tout le monde en fait. Et en fait, c'est en prenant le temps, en tissant cette relation de confiance, sur une relation basée sur l'empathie, enfin voilà, il faut du temps. Et aussi, je pense que les professionnels autres, il n'y a pas que moi à la maisonnée, je pense qu'il y a tous les professionnels autour de la situation, mais aussi cette envie chez elle, son désir en elle, parce que je sais qu'elle le verbalisait, même si elle vivait très mal les choses, elle savait et elle disait qu'elle récupérerait sa fille. Son objectif, c'était ça. Donc c'était comment y arriver, mettre du sens à ça. Et moi, mon boulot, enfin en tout cas au niveau de la maisonnée, voilà, c'était aussi de l'aider. Oui, déjà je l'entendais, je suis partie de ça, son désir. Et en fait, ensemble, et aussi, parce que voilà, je suis pas seule, hein, et puis surtout, il a fallu du temps et des années, parce qu'elle n'a pas récupéré sa fille comme ça. Mais en fait, cette femme m'a touchée parce qu'en fait, elle est revenue me voir avec ces mots en fait qui m'ont touchée.